Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, c'est la première partie de la correction du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, année 2011-2012. Dans cette vidéo, on va corriger les questions 1, 2, 3, 4 et 5. La première question nous dit: dans un laboratoire de production de médicaments, on dispose de deux machines, L1 et L2. Pour la production du médicament D1, la machine L1 assure 70% de la production du médicament D1, alors que la machine L2 assure 30% restante. 5% du médicament D1 produit par L1 n'est pas valable. 1% de celui de L2 n'est pas aussi valable. On choisit au hasard un échantillon de ce médicament D1. La probabilité pour que cet échantillon soit produit par la machine L2, sachant qu'il n'est pas valable, est. On a 5 affirmations. L'affirmation A, que la probabilité égale à 3 sur 38. L'affirmation B, que P est égal à 5 sur 38. L'affirmation C, que P est égal à 70 divisé par 380. L'affirmation D, que la probabilité égale l'arrangement de 2 parmi 3 divisé par 70. L'affirmation E, que la probabilité est égale si la combinaison de 3 parmi 3, tout divisé par 70. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Il nous dit: dans un laboratoire de production de médicaments, on dispose de deux machines, L1 et L2. Pour la production du médicament D1, le laboratoire dispose de deux machines, L1 et L2. La machine L1 assure 70% de la production de D1. C'est-à-dire 70%, c'est 0,7. La machine L2 assure 30%. On a 5%, c'est-à-dire 0,05 du médicament D1 produit par L1 n'est pas valable. C'est-à-dire parmi les médicaments fabriqués par la machine L1, il y a des médicaments valables et non valables. On a 0,05 n'est pas valable, c'est-à-dire que la machine L1 produit 85%, c'est-à-dire 0,95 sont valables. On a 1% de celui L2 n'est pas aussi valable. C'est-à-dire, parmi les médicaments fabriqués par la machine L2, il y a des médicaments valables et non valables. On a 0,01. 1%, c'est 0,01.
n'est pas valable, alors on a 0,99 sont valables. Donc, pour calculer la probabilité pour que cet échantillon soit produit par la machine L2, sachant qu'elle n'est pas valable, et ici, elle n'est pas valable, c'est la probabilité de L2, sachant qu'elle n'est pas valable, en appliquant la formule de Bayes, c'est la probabilité de L2 inter non valable divisé par la probabilité de non valable. Ça est égal la probabilité de L2 inter n'est pas valable, médicament, c'est-à-dire qu'on a 0,7 fois 0,05, pardon ici, L2 n'est pas valable, c'est-à-dire 0,3 fois 0,01. Ici, L2 inter qui n'est pas valable, c'est-à-dire 0,3 fois 0,01, divisé par la probabilité que le médicament ne soit pas valable. C'est-à-dire on a 0,7 fois 0,05 plus 0,3 fois 0,01. Ça est égal ça, 0,3, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 3, fois 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2. Et 0,7, c'est 7 fois 10 à la puissance moins 1. Et 0,05, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 2, plus 0,3, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 1, fois 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2. Ça, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2. On a 10 à la puissance moins 1 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 10 à la puissance moins 3. Ici, on a 7 fois 5, c'est 35, c'est-à-dire 35 fois 10 à la puissance moins 3. Ici, on a 3 fois 10 à la puissance moins 3. Ce qui est égal 3 fois 10 à la puissance moins 3 divisé, ici, dénominateur, on va factoriser par 10 à la puissance moins 3. C'est 10 à la puissance moins 3, facteur de 35 plus 3. Comme en haut et en bas, on a la multiplication en haut et en bas, alors on peut se débarrasser de 10 à la puissance moins 3. Alors ça est égal à 3 sur 38. C'est-à-dire la bonne réponse c'est A. Et la question numéro 2 nous dit de calculer la limite en plus l'infini de la suite S indice N qui est égal sigma de K est égal à 1 jusqu'à N de 1 sur racine de K et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 2. L'affirmation B, c'est 0. L'affirmation C, c'est E. L'affirmation D, c'est plus l'infini. L'affirmation E, c'est 1. Qu'il faut cocher la bonne réponse. On va utiliser deux méthodes différentes. Dans la première, on va utiliser le théorème de John d'Arc. Mais avant, on rappelle que sigma de K est égal à A jusqu'à B d'une constante est égal à B moins 1 plus 1 que facteur de la constante. C'est une constante. Pour la constante. On a
S indice n est égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k, ça signifie que k est compris entre 1 et n. Voilà, k est compris entre 1 et n. Comme les trois chiffres de l'inéquation sont positifs, alors on peut faire entrer la racine carrée et le sens de l'inégalité ne change pas. Ça a été que veut dire que la racine de 1, c'est 1, est inférieure ou égale à la racine de k, qui est inférieure ou égale à la racine de n. Si nous élevons chaque membre de l'inégalité à moins 1, c'est-à-dire à la puissance moins 1, l'inégalité ne change pas de sens. Pardon, change de sens. À la puissance moins 1, l'inégalité change de sens. Ça veut dire que 1 est supérieur ou égal à 1 sur racine de k, qui est supérieur ou égal à 1 sur racine de n. Ça et que veut dire que 1 sur racine de n est inférieur ou égal à 1 sur racine de k, qui est inférieur ou égal à 1. Depuis, on fait entrer sigma et le sens de l'inégalité ne change pas. Si on fait entrer dans cette inéquation sigma, le sens de l'inégalité ne change pas. Que veut dire que sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n est inférieur ou égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k, qui est inférieur ou égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1. Ça a été qu'on va dire que on a n indépendant de k. C'est-à-dire on a 1 sur racine de a. Le sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 est inférieur ou égal sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k, qui est inférieur ou égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1. En appliquant cette propriété, ça a été qu'on va dire que 1 sur racine de 1 fois on a n moins 1 plus 1. n moins 1 plus 1 fois 1. La constante ici, c'est 1. Ici, on a n moins 1 plus 1 fois la constante ici, c'est 1. Ce que veut dire, ça c'est n moins 1 plus 1, ça c'est n, c'est-à-dire n sur racine de n. On a n sur racine de n est inférieur ou égal à sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k, qui est inférieur ou égal à n. Car on a n moins 1 plus 1, c'est n. Et la limite en plus l'infini de n sur racine de n, c'est la limite en plus l'infini. N, c'est racine de n fois racine de n, tout divisé par racine de n. Racine de n fois racine de n, c'est n. On simplifie en haut et en bas par racine de n, alors on a, est égal à la limite en plus l'infini de racine de n. Et ça, c'est plus l'infini. D'où la limite en plus l'infini de sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k est égal à plus l'infini. Si ça est plus l'infini, alors, obligatoirement, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k, ça est égal plus l'infini. Ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini, alors ça c'est plus l'infini. Mais on n'a pas besoin de calculer la limite en plus l'infini de n. Si ça est plus l'infini, alors forcément ça est égal sa limite à plus l'infini. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser le critère de logarithmique. Tout d'abord, on rappelle le critère logarithmique que la limite en plus l'infini du logarithme népérien de 1 sur a indice n divisé par le logarithme népérien de n est égal à k, c'est si k est strictement supérieur à 0, alors la suite est convergente. Si k est inférieur à 1, alors la suite est divergente. Si k est égal à 1, c'est un cas de 2.
c'est-à-dire qu'il faut utiliser autre critère. On a sigma de k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k. Ça veut dire que la limite plus l'infini de logarithme népérienne de 1 sur, n ici c'est 1 sur racine de k, de 1 divisé par racine de n, tout divisé par logarithme népérienne de n. Ça est égal à la limite au plus l'infini. Ça c'est logarithme népérienne. 1 divisé par 1 divisé par racine de n, ce n'est que racine de n. C'est-à-dire logarithme népérienne de racine de n, tout divisé par logarithme népérienne de n. Ça est égal à la limite au plus l'infini. Racine de n, c'est n à la puissance 1 demi, divisé par logarithme népérienne de n. Ça est égal à 1 demi logarithme népérienne, limite en plus l'infini de logarithme népérienne de n sur logarithme népérienne de n. Ça c'est 1. Limite en plus l'infini de 1, c'est 1. 1 fois 1 demi est égal à 1 demi. Ce qui implique qui est inférieur à 1, donc la suite S indice n qui est égal sigma de k de n est égal, si on a k est égal à 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n est divergente. C'est-à-dire que les affirmations A, B, C et E sont fausses. Si elle est divergente, ça veut dire qu'elle n'est pas convergente, ce n'est pas fini. Alors, c'est-à-dire A, B, C et E sont fausses. Par suite, la bonne réponse c'est D. Passons à la troisième question, qui nous dit l'ensemble des solutions complexes de l'équation z carré est égal à 8 sur z et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est l'ensemble S qui est égal à 2, moins i plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3. Affirmation B, c'est l'ensemble S qui est égal à 2, 1 plus i racine de 3 et 1 moins i racine de 3. L'affirmation C, c'est S qui est égal à 2, 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3. L'affirmation D, que S est égal à 2i, 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3. Affirmation E, que S est égal à moins 2, 1 plus i racine de 3 et moins i racine de 3. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On a z carré est égal à 8 sur z, ça veut dire que z à la puissance 3 est égal à 8. Ça veut dire qu'il est égal à 8 fois 1. 1, ce n'est que 8 fois exponentielle de i fois 0. I0, ça c'est e à la puissance i0, c'est e à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. Ça, qui est égal à 8 fois e à la puissance i facteur de 0 plus 2 kpi. Car on a la fonction sinus et cosinus sont deux fonctions périodiques de période de kpi. On a 0 qui équivaut à 2 kpi. 8 exponentielle de i facteur de 0 plus 2 kpi avec k appartient à z. D'où z est égal à racine cubique de 8 exponentielle de i de kpi. K peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Car si k est égal à 3, alors z est égal 8 exponentielle de i. Si k est égal à 3, c'est-à-dire 6 kpi. 6 kpi, ce n'est que 0.
Alors, pour K, ça c'est Z est égal à 2 exponentielle de I, 2Kpi divisé par 3. Ça c'est 8 exponentielle de I, 2Kpi, tout à la puissance 1 tiers, qui est égal à 2 exponentielle de I, 2Kpi divisé par 3. Si on prend K peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Si K est égal à 3, alors on a 2 exponentielle de I, 2pi. Exponentielle de I, 2pi est équivalent à 0. C'est-à-dire, comme si on prend K est égal à 0, on a ici 2i, 0. Alors, pour K est égal à 0, on a Z1 est égal à 2, exponentielle de I, 2 fois 0 fois pi divisé par 3, qui est égal à 2, exponentielle de I0, qui est égal, ça c'est 1, est égal à 2. Pour K est égal à 1, on a Z2 est égal à 2, exponentielle de I, 2 fois 1 fois pi divisé par 3, qui est égal à 2 exponentielle de I, 2pi sur 3. Ça est égal à 2 facteur de cos 2pi sur 3 plus I sin de 2pi sur 3 qui est égal à 2 cos. Ça c'est pi moins pi sur 3. Car on a ces 3 pi moins pi, c'est 2pi sur 3. Plus I sin de pi moins pi sur 3. Ça c'est cos. Pardon. Ça c'est moins cos de pi sur 3. Et ça c'est sin de pi sur 3. Ce qui est égal à 2 facteur de moins cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3 qui est égal à 2. Facteur de moins 1 demi, ça c'est 1 demi, racine de 3 demi. Moins 1 demi plus I racine de 3 demi, qui est égal à moins 1 plus I racine de 3. Le transfert d'une forme exponentielle, on a passé une forme algébrique, car on a les affirmations sont données sous forme algébrique. On a pour K est égal à 2, on a Z3 est égal à 2 exponentielle de I, 2 fois 2pi, on remplace K par 2, et on a exponentielle de I, 4pi sur 3. Alors, pour transformer sous forme exponentielle, forme algébrique, on va passer tout d'abord forme trigonométrique. Ça est égal à 2 cos de 4pi sur 3 plus I sin de 4pi sur 3, qui est égal à 2 cos de pi plus pi sur 3, ça c'est 4pi sur 3. Plus I sin de pi plus pi sur 3. Ça, c'est moins cos de pi sur 3. Et ça, c'est moins sin de pi sur 3. Qui est égal à 2 facteurs de moins cos de pi sur 3, moins I sin de pi sur 3, qui est égal à 2 facteurs. Ça, c'est moins 1 demi, moins I racine de 3 demi. Pardon, ça, c'est 1 demi. Fois moins 1, c'est moins 1 demi. Ça, c'est racine de 3 demi. Moins 1 fois racine de 3, c'est moins racine de 3 demi. Qui est égal moins 1 moins I racine de 3. Si on prend K est égal à 3, en remplaçant ici, alors on a 2 exponentielle de I, 3 se simplifie avec 3, alors on a 2pi. Exponentielle de I, 2pi. C'est-à-dire exponentielle de I fois 0. Et ça, 2 exponentielle de 0, c'est 1. Ça, on revient ici à la solution où K est égal à 0. Pour cela, on a 3 solutions. C'est moins 1 moins I racine de 3. Donc l'ensemble de solutions, c'est grand S qui est égal 2 moins 1 plus I racine de 3 et moins 1 moins I racine de 3. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Passons à la question numéro 4. Qui nous dit l'ensemble des définitions de la fonction f de x qui est égale à la racine de valeur absolue de logarithme népérien de x moins 1 est affirmation A, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert. Affirmation B, c'est l'intervalle 0,1, l'intervalle ouvert 0,1, union, l'intervalle e au carré plus l'infini, fermé en e carré. Affirmation C, c'est l'intervalle 0,1, fermé en 1,
union l'intervalle E carré plus l'infini fermé en E carré. Affirmation D, c'est l'intervalle moins l'infini 1 fermé en 1 union l'intervalle E carré plus l'infini fermé en E carré. L'affirmation E, c'est l'intervalle E carré plus l'infini fermé en E carré. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que la valeur absolue de B est supérieure ou égale à B, B est positif, ce qui veut dire que A est supérieur ou égal à B ou A est inférieur ou égal à moins B. Si B est négatif, si B est négatif, alors on a A pour prendre n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, il est toujours vrai. Alors la fonction f de x est égale à la racine du logarithme népérien de x moins 1 en valeur absolue moins 1 existe si et seulement si la valeur absolue du logarithme népérien de x moins 1 est supérieure ou égale à 0 et x strictement supérieur à 0, car on a x, il appartient à logarithme népérien de x, et pour cela x doit être strictement supérieur à 0. Ça va dire que la valeur absolue de logarithme népérien de x moins 1 est supérieur ou égal à 1 et x strictement supérieur à 0. Ça va dire, ça ici, en appliquant cette propriété, que le logarithme népérien de x moins 1 est supérieur ou égal à 1 ou le logarithme népérien de x moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 et x strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que le logarithme népérien de x, ce moins-là, moins 1, le fait passer à l'autre côté. Ça veut dire que le logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 2 et x est strictement supérieur à 0 ou on a le logarithme népérien de x ici. Ce moins-là, moins 1 le fait passer à l'autre côté, alors on a moins 1 plus 1, c'est 0. Alors on a le logarithme népérien de x est inférieur ou égal à 0 et x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que on a ici, si on fait entrer l'exponentielle, le sens de l'inégalité ne change pas, alors on a exponentielle du logarithme népérien de x est supérieur ou égal à l'exponentielle de 2. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à e à la puissance 2. Ici, x strictement supérieur à 0. Ou, c'est le même si on fait entrer l'exponentielle. L'exponentielle du logarithme népérien de x est inférieur ou égal à e à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. Et e à la puissance logarithme népérien de x, c'est x. X est inférieur ou égal à 1 et x strictement supérieur à 0. Ça veut dire qu'on a x strictement supérieur à 0 et x supérieur ou égal à e carré. On a ici l'intervalle e carré plus l'infini fermé en e carré. Et ici, on a 0 plus l'infini ouvert en 0. L'intersection entre les deux intervalles, c'est e carré plus l'infini. Et ici, l'intersection entre ces deux intervalles, c'est 0, 1. On a ici l'intervalle, c'est moins l'infini jusqu'à 1. On a ici l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini. Et l'intersection entre les deux intervalles, ce n'est que 0, 1. Ce mot-là, ou, se traduit algébriquement par la union. Ou se traduit par la union, alors, donc, ensemble de définitions, c'est 0, 1, union, e carré plus l'infini. C'est-à-dire, donc l'ensemble de définitions de la fonction f d de f est égal à 0, 1, union, e carré plus l'infini fermé en e carré et fermé en 1. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 5.
qui nous dit l'intersection de la sphère S de centre oméga, qui a pour coordonnées 1, moins 2 et 0, et de rayon 3, et le plan P d'équation cartésien x plus y plus z plus 3 racine de 3 plus 1 est égal à 0, et on a 5 affirmations. L'affirmation A est un segment, l'affirmation B un cercle, l'affirmation C un point, l'affirmation D ensemble vide, l'affirmation E un demi-cercle. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que la position relative entre un plan d'équation cartésien AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère S de centre oméga qui a pour coordonnées A, B, C et de rayon R. Si la distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue, et la distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue, A fois petit a plus B fois petit b plus c fois petit c plus le terme indépendant de l'équation cartésienne du plan P, tout divisé par le module du vecteur normal du plan P, c'est-à-dire la racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Si la distance entre oméga et le plan P est égale à R, alors le plan P est tangente à la sphère, c'est-à-dire que l'intersection entre le plan et la sphère est un point. Si la distance entre le plan, entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère est égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le plan et la sphère. On a la sphère qui a pour centre oméga, qui a pour coordonnées 1, moins 2, 0 et de rayon 3, et le plan P, l'équation cartésienne 1x plus 1y plus 1z plus 3 racine de 3 plus 1 est égal à 0. Alors la distance entre oméga, le plan P est égal à une valeur absolue de 1 fois 1 plus 1 fois moins 2 plus 1 fois 0 plus le terme indépendant, 3 racine de 3 plus 1, valeur absolue tout en valeur absolue divisé par le module du vecteur normal. Le vecteur normal, c'est 1, 1, 1. C'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Ça est égal. On a ici 1 moins 2. Mais ici 1. Moins 2, c'est moins 1. Ici, c'est 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ça nous reste 3 racines de 3. Et la valeur absolue de 3 racines de 3, c'est 3 racines de 3. Tout divisé par racine de 3. Les racines de 3 s'y simplifient. On se débarrasse de racine de 3, ça nous donne 3. 3, ce n'est que le rayon de la sphère, qui est égal au rayon de la sphère. Par suite, le plan P est tangente à la sphère, c'est-à-dire qu'il y a un unique point de contact entre eux. C'est-à-dire, bonne réponse, c'est C. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.